Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. Auteure, compositrice, interprète, animatrice de radio. Mon invitée est aussi étudiante, attention, au doctorat en psychologie. On sait ce que c'est. C'est Florence K. Merci infiniment, Florence, de venir nous parler de santé mentale aujourd'hui. Tout un parcours, hein? Parce qu'en 2011... Florence, tu as vécu un épisode de dépression majeure, tu as dû être hospitalisée. J'ai envie de dire, 13 ans plus tard, quel regard tu portes aujourd'hui avec tout le bagage de tes études également sur cette période-là de ta vie? Ben, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est sûr que je comprends les facteurs qui ont pu mener à ça aussi. Donc, c'est pas du tout la même perspective qu'à l'époque où est-ce que quand j'ai commencé à perdre pied, à connaître l'anxiété, la dépression, l'insomnie, la psychose, j'avais aucune idée de ce qui m'arrivait. Puis évidemment, il y a beaucoup d'auto-stigmatisation, de honte, de culpabilité. 2011, on n'était pas là où on est aussi en matière de déstigmatisation, donc la peur que ça se sache, surtout dans la position d'une chanteuse. Donc aujourd'hui, j'ai un regard complètement différent là-dessus parce que je comprends les processus cognitifs, neuropsychologiques aussi qui vont avec ça, et tout ce qui a pu jouer dans les événements de vie, dans l'enfance, etc. Vers ça. C'est sûr que moi, j'ai un diagnostic aussi de trouble bipolaire de type 2. Donc ça, c'est diagnostiqué, c'est comme, bon, on parle souvent du trouble bipolaire de type 1 avec les manies qui sont très extrêmes et parfois même spectaculaires. Et le trouble bipolaire de type 2, ça va être plus dans des phases dépressives qu'on va le trouver, puis des phases qu'on appelle hypomaniaques qui sont un peu moins, qui sont moins grandioses, mettons. Donc, ça peut ressembler à quoi, Florence, ces épisodes-là là, qui sont moins grandioses, mais ça ressemble à quoi chez toi ou ça ressemblait à quoi, par exemple? Ben, chez moi, ça va être un petit peu l'idée que complètement des bouffées d'énergie énormes, capable de travailler sans arrêt, d'avoir des projets, la labilité aussi, qui est très, très surpositive, l'exaltation, tout ça. Donc, c'est pas, on perd pas notre fonctionnement. Il n'y a pas nécessairement une détresse qui est associée à ça. Dans le trouble bipolaire de type 2, c'est plus les phases dépressives. Donc, tout ça, ce topo-là sur le diagnostic, c'était plus pour vous dire que dans ma situation aujourd'hui, je sais qu'en vivant avec ça, en étant traitée très bien, en ayant pas mal pris tous les outils qu'il me fallait pour vivre une vie équilibrée malgré ce trouble chronique, je sais que je dois maintenir une certaine hygiène de vie, que je dois faire attention à certains éléments pour justement réduire les risques de rechute. C'est un petit peu, il y a toujours l'exemple du diabète où est-ce qu'on dit, tu prends ton insuline, tu fais attention à ton mode de vie parce que c'est une maladie chronique. Puis c'est l'idée qu'on peut vivre en excellente santé mentale, même si on a un trouble de santé mentale. Donc c'est un petit peu ça. Mais c'est sûr que pour moi, le fait d'étudier là-dedans, mes lunettes sont tellement croches, je viens de me voir. Puis, on n'a pas remarqué personne. OK. Non. Je viens de les voir, j'étais comme, voyons, qu'est-ce qu'ils m'envoient. Bref, là, je te vois, tantôt, je te voyais plus, fait que je me parlais à moi-même. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que c'est important qu'il y ait une plus grande démystification de connaissances aussi. Je pense que le terme santé mentale, on en parle évidemment maintenant beaucoup plus qu'avant, mais qu'il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu galvaudé, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps aux gens d'expliquer. On parle santé mentale, mais on ne parle pas de ce que c'est. Parce que la santé mentale, c'est pas juste l'absence d'un trouble. La santé mentale, c'est quelque chose qui s'entretient comme la santé physique. Donc, il y a tous ces paradigmes-là de langage sur lesquels, en tout cas, à l'école, à l'université, nos profs, les labos, on mise beaucoup là-dessus. Donc, je peux voir déjà un nouveau courant, peut-être, de présentation de ce que c'est la santé mentale et le maintien de celle-ci. Mais au début, Florence, quand tu as commencé un certificat en psychologie, tu t'es dit, je veux mieux me comprendre. Donc, tu as commencé comme ça. Et là, de fil en aiguille, tu te retrouves à un niveau doctoral. Donc, c'est beaucoup d'études, beaucoup d'investissements. Je pense que c'est en 3e année, tu es en train de faire une thèse. Parle-moi du sujet de ta thèse. J'ai moi-même fait ma thèse sur plusieurs années. On sait ce que ça représente comme travail. Qu'est-ce que tu as choisi comme thèse de doctorat? Mais moi, je travaille sur, en fait,
bon, tu le sais, un doctorat, c'est comme un entonnoir. Fait que tu as ton sujet d'idée, tu rentres au doc, tu penses que c'est grand de même. Oui. Plus tu passes à travers ton projet de recherche, ta méthode, là, c'est rendu de même. Fait que le vrai titre de ma thèse, c'est la nature et la direction des liens entre la variabilité de l'humeur sous-clinique, la pensée divergente et le bien-être démonique chez les artistes de la scène. Bref, moi, j'étudie les liens entre le bien-être, la créativité et la variation de l'humeur à un point de vue qui n'est pas nécessairement clinique, donc comme un peu le nœud, justement, le core de ce qui pourrait être un trouble bipolaire sans que ce soit clinique, chez les artistes de la scène. Est-ce Puis, l'idée de base, là, oui, ouais, c'est ça, l'idée de base. Quand je suis rentrée là, j'ai dit à mes profs, moi, je veux travailler sur cette espèce de mythe de l'artiste torturé. Oui. Fait que ça, c'était mythe de l'artiste torturé, puis on est rendu là. Parce que là, c'est ça la question. On se dit toujours qu'un artiste va faire des créations plus innovantes si il se sent pas bien. Ça, c'est un mythe. Ben, c'est plein. En fait, c'est que c'est trop raccourci, cette notion-là, dans le sens qu'il n'y a pas de nuance là-dedans. C'est-à-dire que, tu sais, on a remarqué, les études ont remarqué une tendance à avoir plus de symptômes qui pourraient être associés, par exemple, à un trouble de l'humeur. Mais ce qui a été montré surtout, c'est que c'est dans les phases plutôt d'hypomanie ou de manie que la créativité va être maximisée. Alors, quand on dit trouble de santé mentale, artiste, créativité, on pense tout de suite à dépression, addiction, alors que ça va être surtout dans l'inverse, les phases où il y a une exaltation. Mais comme on met tout ça dans trouble de l'humeur. L'autre chose aussi, c'est que il y a une façon de sublimer la souffrance qui est la créativité. Donc, ça veut dire que tu peux, c'est ça, c'est plus freudien, là, l'idée que le mécanisme de défense contre l'angoisse, contre la souffrance, on peut le sublimer dans l'humour, dans la créativité, puis pas juste artistique, créer quelque chose. Donc, il y a cette notion de s'apporter du bien par ça. Donc, on n'est pas juste dans le dark, là, tu sais. Non, absolument, mais je pense à l'art-thérapie, par exemple, qu'on utilise partout, parce que là, c'est là qu'on se dit, ben la souffrance, on la passe dans la création, ça amène quelque chose de positif. Donc là, où t'en es rendu? Parce que je pense que tu suis 300 personnes sur plusieurs mois avec des questionnaires pour voir justement cette créativité-là. Fait que tu es là, recueillir les données sur des participants qui sont artistes. Oui, je suis en pleine collecte de données. Donc là, c'est vraiment un appel aux artistes de la scène. Donc, j'ai monté moi-même à partir de questionnaires validés, là. Donc, quand on parle de questionnaires validés dans les études, c'est que c'est pas des tests que, genre, moi, j'invente comment tu te sens aujourd'hui. Tu sais, ça peut être une question, mais c'est vraiment basé sur des choses spécifiques qu'on veut mesurer. Donc, on veut mesurer, par exemple, la créativité, on veut mesurer l'anxiété de performance, on veut mesurer le syndrome de l'imposteur, la qualité de vie, puis on veut mesurer notre propre pensée de la créativité. Fait qu'il y a toutes sortes de tests qui ont été émis, qui ont été conçus dans les dernières décennies que j'ai regardé et analysé avec mes superviseurs pour voir qu'est-ce qu'on voulait mesurer là-dedans exactement. Et on a mis ces questionnaires-là ensemble. On en a fait comme un questionnaire en ligne. Ça prend à peu près 15 minutes. Et comme ça, on peut aller voir chez les participants leurs réponses. Puis après ça, nous, regarder les données, les analyses, puis voir s'il y a des patterns. Parce que la science, dans le fond, c'est ça. C'est de trouver des patterns, des patrons dans le monde. Ça peut être, tu sais, les feuilles deviennent oranges à l'automne, c'est un pattern, puis après ça, on essaie d'expliquer pourquoi. Bon, c'est vrai, c'est la même chose en nutrition, des patterns alimentaires, puis après ça, on fait le lien avec le pattern alimentaire et la maladie. C'est vraiment fascinant. Avec un collègue, tu as fondé le Centre psychologique pour artistes. Ça, c'est important pour toi parce que tu trouves qu'il manque de ressources à ce niveau-là? Oui, en fait, on a travaillé très fort là-dessus. Là. Après, bon, là, il est mis sur pied le CPPA. Vous pouvez aller voir sur le site web cppartiste.com. Moi, je suis plus... j'ai dû partir du CPPA pour des raisons de bien-être d'horaire, là, mais pour moi, c'est important d'aider à créer cette ressource-là. Et c'est un centre qui grandit avec justement des ressources pour les artistes, de l'écoute, de l'aide à trouver les bonnes ressources, etc.
C'est sûr qu'il y a un problème d'accessibilité au Québec pour les soins en santé mentale. C'est sûr qu'il y a plein de différentes façons d'aborder la santé mentale. C'est pas, je veux dire, il y a des troubles psychiatriques qui ont besoin de soins psychiatriques et psychologiques. Il y a des troubles qui ont besoin de psychologie, mais de psychothérapie. Il y a des troubles qui ont besoin plus d'un travail social autour du noyau. Il y en a, tu sais, donc, faut pas voir ça comme un seul bloc, mais c'est important non plus aussi de ne pas non plus penser que tous les troubles psychiatriques peuvent se soigner avec des applications ou avec c'est tellement complexe et nuancé. Oui, mais c'est comme la santé physique. Oui, aussi. C'est comme ça. Je veux dire, tu peux prendre soin de ta santé physique. Il y a des outils de prévention. D'ailleurs, on ne dira jamais assez, là, bouger. Le sommeil, manger, Isabelle, je pense, l'alimentation, le sommeil, puis bouger. C'est pas comme ça, c'est la recette de base. Ouais. Même quand tu es atteint d'un trouble psychiatrique assez grave, juste ces choses-là de base peuvent aider. Je dis pas que ça guérit tout, mais ça peut aider. On parle d'une santé, le corps et l'esprit. C'est un système nerveux central, tu sais. Exactement. C'est un système nerveux, tête et corps. Puis tu le sais exactement, mais de plus en plus, tu sais, on regarde l'alimentation et la santé mentale. Beaucoup. Et les liens entre les deux. Et à travers le microbiote, notamment l'axe cerveau-intestin, c'est fascinant. Est-ce que c'est des choses que tu as changées quand tu dis j'ai appris à prendre soin de moi? Il y a la médication, bien sûr, mais l'alimentation, est-ce que tu as fait des modifications? Le sommeil, je pense que le yoga est important pour toi. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place pour prendre soin de toi? Ben, j'avais pas mal mis tout ça en place, mais moi, ce qui est arrivé dans ma vie, c'est que j'ai commencé mon bac en psycho, puis je suis tombée enceinte en même temps. Fait que j'ai fait mon bac avec un bébé dans les bras en pandémie, avec donc un manque de sommeil. Mon enfant vient de commencer à dormir, elle a 3 ans. Donc, moi, j'étais en mode survie et mission spatiale. Donc, j'ai comme tassé tout ça. Tu sais, pour vrai, genre, mon bac puis ma première année de doc, j'ai vraiment pas pu prendre soin de moi à ces niveaux-là, mais j'avais d'autres choses aussi donc qui faisaient en sorte que je me nourrissais à travers mes études. J'ai un mari super qui me soutient vraiment beaucoup, le bonheur de voir ma famille comme ça, mais c'est pas quelque chose qui peut être, c'est pas à long terme. Je le savais qu'en mettant de côté le sport, en mangeant sur le coin d'une table puis en dormant pas et en étudiant genre sans arrêt la nuit, comme je savais clairement que je jouais avec le feu. Oui. Mais j'étais dans un mode mission spatiale. Je dirais que depuis que la petite dort, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Premièrement, le sommeil est tellement important. Dans le trouble bipolaire, c'est un des ingrédients clés. Ben, avec tout. Le sommeil et bouger. Donc là, j'ai recommencé à dormir. Puis ça a vraiment fait du bien. Ça change tout de dormir, là. Ça change tellement l'humeur, tellement le niveau d'énergie. C'est la pyramide de Maslow, là, manger, dormir, là, c'est extrêmement important. Complètement. Fait que là, j'ai recommencé à m'entraîner, à faire du yoga, à m'entraîner, faire mon pilates. Je suis pas rendue au jogging encore parce que faut que je reconstruise un peu la musculature avant pour pas me péter quelque chose au genou, mais c'est pas, je suis pas la seule là, au doc là, on a mis notre santé de côté, notre équilibre pour passer à travers. Je l'ai fait aussi. Il faut dire que, regarde, t'es maman, étudiante au doctorat, animatrice radio, t'as publié 2 livres, autrice, t'en as beaucoup dans ton chapeau. Mais chose certaine, Florence K, quand tu seras psychologue, là, tu vas faire de la clinique parce que je pense qu'on est nombreuses à vouloir aller te voir, à vouloir Florence K comme thérapeute. Donc, j'espère que tu vas devenir clinicienne parce qu'on a tous ce souhait-là. C'est sûr. Ben non, c'est sûr. Là. Ben moi, je fais les deux. Je fais recherche clinique, mais j'adore la recherche, mais j'ai besoin, moi, d'être sur le terrain puis d'être avec les gens. Puis c'était un peu le but au début de ça. Mais je pensais pas que j'allais aimer la recherche. Je pensais que j'allais trouver ça épouvantable. Et en fait, j'adore ça. Je sais pas si tu t'es senti comme ça aussi. Oui, là, même les statistiques. J'ai le même regard sur moi, mes cours de biostatistique. J'ai dit, ben voyons donc, c'est impossible que je comprenne ça. C'est impossible. J'ai tellement étudié, Florence, tellement étudié.
pour finir avec un 100% dans l'examen. Je ne vais pas croire, mais je pense que j'ai étudié 300 heures. Ça se peut pas parce que ça rentrait pas. Il a fallu que je mette tellement d'efforts. Puis à un moment donné, j'ai eu un déclic. Mais c'est ça, que d'efforts. Mais en tout cas, t'es belle à voir. Merci pour tout ce que tu fais. Tes livres, Buena Vida, Nueva Vida, publiés en 2015-2021 pour en savoir plus. Et puis, bravo pour sensibiliser à la cause de la santé mentale. Tu es importante pour le Québec. Merci d'avoir été avec nous à Cube. Merci, Florence. Ça m'a fait plaisir. Puis moi, j'irais peut-être te voir à ton bureau aussi pour reprendre ma santé physique en main. C'est parfait. On fera un échange de bons procédés. Merci, Florence. Merci,